Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission Disputandoum. Aujourd'hui, on va parler des startups, ces entreprises qui innovent et parfois s'exportent. Loin des clichés, ces entreprises répondent aux grands défis de demain et construisent leur écosystème souvent sur nos territoires. Quelle est leur histoire? Comment leurs dirigeants parviennent à les faire croître et de quelle manière s'exportent-elles parfois? Nos invités vivent l'aventure startup. Ils nous racontent aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric Bardin. Bonjour. Vous êtes coprésident de la French Tech Limousin, PDG aussi d'une start-up, ODNB. C'est une agence spécialisée dans la conception des solutions digitales à Limoges. Merci d'être là. Merci. Bonjour Frédéric Sudreau. Bonjour. Vous êtes fondateur et PDG de Facility à Limoges. Vous offrez une solution innovante qui permet d'améliorer l'accessibilité numérique pour des personnes ayant un handicap et notamment les personnes malvoyantes. Vous êtes aussi à Limoges. Bonjour Laure Sandoval. Bonjour. Vous êtes fondatrice et présidente de Sanodev à Limoges également. Sanodev qui propose des solutions de désinfection innovantes et durables grâce à des technologies de pointe. Anthony Buja, bonjour. Bonjour. Vous êtes briviste, vous êtes le créateur, le fondateur de Axioma, entreprise spécialisée dans la fabrication industrielle de biostimulants et de biocontrôle issus d'actifs naturels pour l'agriculture. Et François Coitella, bonjour et merci d'être là également. Vous êtes chercheur en innovation numérique, maître de conférences à l'Université de Limoges et directeur innovation à l'IAE. Et votre regard évidemment sur l'environnement économique propice à la création, à l'innovation va nous intéresser. Déjà, peut-être qu'on pourrait dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une start-up? Frédéric Bardin, c'est pas une entreprise comme les autres. Alors, c'est pas une entreprise comme les autres, c'est une entreprise qui naît avec un besoin justement qu'elle veut adresser. Elle veut adresser une innovation et elle veut résoudre des problèmes sur un secteur de marché qu'elle a bien identifié. Et pour ce faire, elle a besoin de fonds, elle a besoin de faire la plupart du temps de la recherche et du développement pendant un certain temps pour arriver à créer son innovation, qui deviendra son actif. Et ensuite, elle a aussi besoin de fonds pour le diffuser de manière assez massive. C'est souvent là où on a le côté start et le côté up. C'est on va vouloir le l'essaimer le plus loin possible, donc généralement national, international, très rapidement. Donc on a des bons exemples autour de la table qui vont pouvoir nous en parler. Et c'est pour ça qu'elle a ce besoin-là. La start-up, elle a ce besoin-là, mais il n'y a pas que les start-up. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler aussi d'entreprise innovante et on va voir qu'il y a en tout cas, l'innovation, start-up égale innovation. Enfin, il n'y a pas de start-up sans innovation. Alors oui, il n'y a pas de start-up sans innovation parce que sinon, elle n'a pas justement, ce besoin de fonds. Et donc, ça veut dire que si elle ne résout pas problème, non. Et on peut dire aussi, peut-être François Coitella, qu'il y a un fort potentiel de croissance dans les startups. Tout à fait. Ce qui caractérise la startup, c'est sa dynamique de croissance qui est exponentielle, en fait. Et ce qui caractérise aussi la startup, c'est qu'en fait, elle fonde son activité sur différents domaines. Le domaine numérique, le domaine technologique ou le domaine techno-numérique. Ce qui me permet de faire une clarification, justement, de ces trois domaines. En ce qui concerne le numérique, parce que, en fait, ces trois domaines ne répondent pas véritablement aux mêmes compétences, même s'il y a des similarités. Et on va le voir à travers les exemples autour de la table. Dans le domaine numérique, en fait, la start-up, son rôle, généralement, c'est de proposer une nouvelle forme d'intermédiation entre des acteurs, des agents économiques qui n'interagissaient pas ou qui interagissaient peu au préalable. Je prends un exemple très concret, celui de Blablacar. Oui. Donc, tout le monde faisait du covoiturage avant qu'il n'existe bien le numérique et ses possibilités. Et Café Blablacar, il a mis en rôle, cette entreprise, cette start-up a mis en relation bien des personnes qui avaient justement ce besoin de se déplacer, cette volonté de se déplacer, avant le faisait entre voisins, pour pouvoir l'effectuer avec un étranger et donc développer cette proposition de valeur au niveau national. Donc ça, c'est sur le domaine numérique. Sur le domaine technologique, la start-up, elle va s'appuyer sur un actif lourd, une compétence notamment en termes d'innovation technologique avec cet actif qui est généralement industriel et qui va lui permettre de se différencier sur le marché en adressant, comme tu l'as dit Frédéric, un besoin concret exprimé par le marché. Et puis vous avez la start-up techno-numérique qui va allier à la fois cette dimension numérique et ajouter une dimension technologique. Oui. Voilà. Merci, parce que c'était effectivement assez complet comme présentation des startups, de l'univers startup. Anthony Buja, vous êtes encore une startup. Vous avez créé Axioma à Brive il y a 10 ans maintenant. Vous avez combien de salariés aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes 22 salariés. On sera un peu plus d'une trentaine en fait au courant de l'année 2023. Et
On peut encore s'appeler start-up de par... C'était ma question, vous êtes encore une start-up? Oui, on l'est encore. Alors après, on est une start-up qui est un petit peu mûrie. On a pris quelques cheveux blancs. Mais 10 ans, en fait, c'est pas spécialement l'âge le plus vieux pour une start-up parce qu'on a quand même des objectifs d'une entreprise traditionnelle qui est celle d'adresser son client, son marché, d'être utile. Et puis, si on n'est pas en phase avec ce marché, à un moment donné, il faut qu'on trouve une autre piste de travail. Donc, c'est aussi la capacité, en fait, à s'adapter à son marché qui fait aussi la différence. Qu'est-ce que vous proposez vraiment de novateur chez Axioma, Anthony? Chez Axioma, en fait, l'idée, c'est que l'agriculture, au début, avait vraiment principalement des engrais pour nourrir les plantes et des pesticides pour les soigner. Il y a une nouvelle dimension qui est arrivée, c'est la dimension changement climatique. Les cultures ont souffert en fait énormément de ces stress-là. Et ces stress en fait fragilisent les plantes. Et à partir du moment où les plantes sont fragiles, c'est celles-ci qui sont les plus attaquées par des insectes également, par certaines maladies ou champignons. Donc nous en fait on voulait trouver une solution qui permette d'aider la culture à mieux résister au changement climatique, que ce soit une sécheresse, par exemple, ou des effets de chaleur très importants. Et donc, on a travaillé sur de l'extraction végétale, au début avec le laboratoire de chimie des substances naturelles de l'Université de Limoges. Et ensuite, on a un peu vogué seul. Et on a réalisé une première levée de fonds pour aller chercher une première autorisation de mise en marché. Et après, l'histoire s'est écrite. Et donc, vous l'avez obtenue, cette autorisation de mise sur le marché. On parlera de votre marché qui s'élargit à l'international. Mais juste pour revenir à vous, Anthony, parce que derrière toutes vos idées, il y a des parcours humains, bien sûr. Pourquoi vous avez eu envie de créer Axioma, de devenir entrepreneur? Je crois que c'est arrivé au moment où vous deveniez papa. Ah, c'est exactement ça. J'ai travaillé pour 3 grands groupes de l'énergie au début de ma carrière. Et puis... Et quand je suis devenu papa, c'est vrai que je me suis posé tout de suite les questions de savoir ce qu'on avait dans notre alimentation. Lorsqu'on a un enfant, en fait, finalement, notre plus grande des responsabilités, c'est de nourrir son enfant et surtout de le nourrir dans de bonnes conditions, en quantité et en qualité. Et donc, forcément, ces sujets ont été très importants pour moi. Et j'ai eu envie d'agir en fait sur ce monde dans lequel on entendait beaucoup parler d'OGM, de pesticides, et on voyait les premiers impacts du changement climatique. On savait que les agriculteurs n'étaient pas satisfaits de leurs conditions, les industriels de l'agroalimentaire aussi, les consommateurs avaient de plus en plus de demandes sur du bio, du naturel, etc. Donc finalement, c'est devenu une espèce de mission pour moi de répondre à un enjeu sociétal, environnemental. Exactement, et puis je pense que ça fait aussi partie de la dimension de la start-up, c'est son fondateur et son équipe la plus proche. C'est aussi les messages à faire passer lorsqu'on grandit à l'ensemble des salariés. C'est cette passion en fait qu'on a, une énergie en fait qui est débordante, qui des fois très peu de personnes en fait comprennent. On est à fond, on est omnibulé en fait par un certain nombre de choses et c'est à ce moment-là en fait où il faut savoir partager et puis faire confiance aussi autour de nous. On reviendra aussi sur l'aspect start-up qui veulent répondre à des enjeux. Les start-up à impact aujourd'hui dans notre société, il y en a beaucoup et vous en êtes les exemples ici autour de la table. On va découvrir d'abord avec ce reportage un exemple qui va vous intéresser, je suis sûre, Anthony notamment. C'est une start-up qui est basée à Loupiac de la Réole en Gironde. Elle démarre tout juste la commercialisation du premier engrais au monde à base d'urine humaine. Regardez. Un feu vert synonyme de décollage pour la PME girondine Topi Organics. L'Agence de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail vient en effet d'autoriser la mise sur le marché de son engrais à base d'urine. La ressource est inépuisable et le résultat encore plus performant que les engrais classiques. Les bactéries qu'on vend, on est de l'ordre de 20 fois moins cher que les produits qui sont actuellement sur le marché pour une efficacité identique. Notre objectif, c'est de recycler massivement l'urine pour se passer d'engrais minéraux et donc de l'utilisation de pétrole, de gaz et de ressources minières pour l'agriculture. À l'heure où le coût des énergies et des intrants explose, le potentiel offert par cette invention est une formidable opportunité. Injecter une bactérie permet de transformer 1 litre d'urine en 1 litre d'engrais. Reste la problématique de la collecte, car il faut que la base soit pure, que l'eau ne vienne pas la dénaturer. Le Futuroscope de Poitiers, de grands festivals de musique ou encore nombre de toilettes publiques dont le Sud Gironde ont déjà permis de récupérer une capacité de production de 3 années. Et la PME girondine ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une vingtaine d'unités de production vont voir le jour dans les 5 années à venir sur tout le territoire. Un reportage de Serge Guigné. Moi, je trouve que l'idée est absolument géniale. Vous la connaissez, cette entreprise? Oui, on les connaît très bien, ouais. en effet. Vous travaillez pour le monde agricole
Oui, et puis en fait, on a une association qui s'appelle la Ferme Digitale qui rassemble un certain nombre la plupart d'ailleurs, une centaine de startups du monde de l'agritech, donc la French Tech avec la verticale agricole. Et c'est vrai que Toupi fait partie de l'association et a justement été aussi lauréate du French Tech Agri20, donc le label de l'État qui est sorti il y a quelques mois. Alors, quand on voit des idées comme ça, on se dit, mais c'est une idée absolument géniale, j'aurais pu avoir cette idée. En revanche, l'idée ne fait pas tout et n'est pas gage de réussite pour une start-up. François Quatella, c'est l'une des idées qu'on pourrait s'en faire pourtant. Effectivement, c'est une notion qui est assez contre-intuitive parce qu'on a tendance à penser qu'avoir une bonne idée est gage de succès. Or, ce qui compte dans le succès, ce n'est pas véritablement l'idée. Donc l'idée n'est pas véritablement un facteur clé de succès, mais c'est l'exécution de l'idée, c'est-à-dire la capacité à pouvoir pivoter le cas échéant, bien si on ne rencontre pas son marché, et l'amélioration de l'idée, c'est-à-dire partager cette idée. On a cette tendance et cette façon qui est assez naturelle de vouloir garder son idée pour soi, de peur qu'on nous la pique. Mais au contraire, c'est en partageant les idées qu'on va faire des rencontres, qu'on va élargir son réseau et qu'on va enrichir cette idée pour justement générer une innovation qui va rencontrer son marché en répondant à une problématique concrète qui est observée. Voilà, savoir partager son idée, trouver les bons réseaux, trouver les financements, bien sûr, on va parler de tout ça. Alors, il y a un classement qui est intéressant, un classement en 2022 publié il y a peu de temps par la plateforme internationale HelloSafe. La région Nouvelle-Aquitaine compte 4 villes classées parmi les 1000 meilleures au monde pour les startups: Bordeaux, La Rochelle, Biarritz, Limoges, avec même Bordeaux qui arrive à la 7e position des villes de France et à la 65e position des villes d'Europe où implanter sa start-up. L'endroit que l'on choisit pour développer, l'environnement, le territoire que l'on choisit pour développer, faire naître sa start-up, c'est évidemment important. François Quatella. Oui, l'écosystème entrepreneurial peut être fécond pour développer sa start-up. Ici, sur le territoire Limousin, on a un ensemble d'acteurs, des incubateurs, l'université notamment, qui est aussi une forme de pré-incubation, et on va sans doute en parler au sein de l'IEE à travers les innovations pédagogiques que l'on met en œuvre, et bien sûr la French Tech, qui permettent à la start-up d'avoir un ensemble d'éléments, un ensemble d'attributs et de compétences pour lui permettre de croître dans des bonnes conditions. Vous avez aussi des acteurs, des institutions publiques qui participent à ce développement économique, notamment la région, à travers des financements pour la transformation numérique des entreprises, et à travers des projets de recherche, ce qu'on appelle des appels à projets auxquels l'université répond pour justement développer la recherche sur des thématiques très spécifiques qui peuvent amener à la création de start-up. Donc l'environnement est ultra important. Laure, qu'est-ce qui vous a décidé, vous, à venir créer votre entreprise Sanodev à Limoges il y a quelques années maintenant ? Alors moi, je suis d'origine parisienne, donc je n'étais pas destinée à créer ma start-up à Limoges. J'ai fini mes études environnementales à Limoges, à l'école d'ingénieur l'ENSI. Oui. Et en fait, j'ai eu l'envie d'entreprendre à la fin de mes études au travers d'un projet étudiant, qui était un projet entrepreneurial un concours qui s'appelait Campus Entrepreneur. Et là, vous avez déjà eu l'idée de Sanodev à ce moment-là, quand vous étiez étudiante ? Oui. Le premier produit historique de Sanodev est issu d'un projet étudiant au travers de ce concours. Donc tout de suite, c'était créer des produits désinfectants alternatifs ? Voilà, c'était porté par une conviction environnementale, c'était de sortir de l'utilisation des produits chimiques. Et le premier produit était un système de traitement des déchets médicaux par micro-ondes, donc traitement purement physique, sans chimie. D'accord. Du coup, vous dites tout ça, c'est issu d'un projet étudiant. Comment est-ce que d'un projet étudiant, ensuite, on concrétise tout ça ? Alors justement, Limoges est une ville qui est dotée d'un certain nombre d'outils qui sont très efficaces. En fait, à l'issue de mes études, j'ai été très rapidement approchée par un incubateur, donc, le département incubateur de la Vrule à Limoges, à Esther Technopole. Et on intègre cet incubateur et pendant 2-3 ans, on est accompagné pour maturer son projet d'entreprise, donc avec des formations. On a une enveloppe financière qui nous est allouée pour faire un premier prototype, etc. Et on est accompagné dans la stratégie pour créer l'entreprise. Donc, que j'ai créé en 2013. Donc, j'ai intégré l'incubateur en 2011, créé en 2013. Aujourd'hui, vous avez combien de salariés ? On est 16 salariés chez Sanodev.
Et l'intérêt aussi de Limoges, c'est que c'est une ville à taille humaine. Donc l'écosystème, en fait, on se connaît tous, les gens sont assez proches. Et c'est assez facile d'interagir avec tous les organismes qui accompagnent les startups en local. Donc que ce soit la French Tech, mais aussi des pôles de compétitivité, BPI qui finance les startups innovantes. Donc tout cet écosystème est très favorable pour l'amorçage, en tout cas des startups. Quels sont vos clients aujourd'hui chez Sanodev ? Alors Sanodev, on fabrique et on commercialise des machines de désinfection qui viennent en alternative à la chimie. Donc on a aujourd'hui des secteurs d'activité qui sont très variés parce que la désinfection touche tous les domaines d'activité. Donc par exemple, on travaille dans l'agriculture, on désinfecte des fruits pour améliorer leur durée de conservation. On peut travailler en synergie avec des produits de biocontrôle comme Axioma en exposant des plants en culture pour que les plants se prémunissent mieux contre les pathogènes de culture. Donc ça vient en synergie avec des produits de biocontrôle, par exemple. On travaille pour des sociétés dans l'agroalimentaire et la cosmétique qui suivent les mêmes tendances environnementales et sociétales en sortant des produits avec moins de conservateurs, donc avec des problèmes de tenue dans le temps des produits. Donc on intègre nos systèmes pour désinfecter des matières premières, des produits finis, des outils de production. Et plus récemment, on a souhaité contribuer avec nos savoir-faire à lutter contre la pandémie qu'on traverse encore actuellement, en proposant un ensemble de produits qui permettent de désinfecter l'air, les surfaces, les objets qu'on s'échange, qui est pour tous les secteurs d'activité. Donc, ça a presque été positif pour vous, cette période un peu difficile à vivre pour beaucoup ? Ça a été pour Sanodev un moyen de mieux faire connaître les technologies que l'on propose, qui sont des technologies physiques mal connues. Donc c'est des traitements lumineux comme les UV statiques, la lumière pulsée, les micro-ondes, traitements thermiques ou le plasma ou les arcs électriques. Les gens connaissent très mal ces technologies et elles peuvent rendre des services, notamment en termes de désinfection. Et donc ça a au moins permis de mettre en lumière ces technologies. Vous avez évoqué tout ce qui sert à accompagner les jeunes créateurs, les jeunes pousses, les pépinières, les incubateurs. Je voudrais qu'on regarde tout de suite un reportage sur un technopole qui a été inauguré dans l'agglomération de Rochefort, reportage de Valérie Prétot et Marc Millet. Des locaux high-tech au cœur de l'ancien arsenal de Rochefort. 4000 m² au service de l'économie. Ce nouvel espace est destiné aux entreprises du territoire qui souhaitent innover. Le territoire de Rochefort-Océan a toujours été un territoire d'innovation. Donc d'avoir aujourd'hui un technopole avec la modernité qui va avec avait du sens. Mêler des acteurs qui puissent se rencontrer, aller sur l'innovation, la modernité, je crois que ça c'est essentiel pour maintenir sur le territoire un volet économique important. Et puis de maintenir aussi nos entreprises. Dans ce complexe, des outils dernier cri, comme ce Fab Lab, un laboratoire qui permet d'accompagner les professionnels dans la réalité virtuelle ou d'imaginer de nouveaux concepts avec cette machine à commande numérique. Victor Bouillon, lui, a décidé de créer son agence de communication avec son associé. Les jeunes chefs d'entreprise sont hébergés dans cette pépinière pendant 2 ans. Un coup de pouce qui permet de préparer le grand saut. Il y a un avantage, comme je disais, tout à fait économique au niveau du loyer qui est moins cher que des locaux privés. Et puis après, effectivement, il y a tout un accompagnement qui est mis en place par la Caro qui nous permet d'avoir un accompagnement sur le suivi financier, mais aussi au niveau du réseautage, de pouvoir développer un réseau important sur le département par la suite. Avec cette aide, on se sent vraiment complètement accompagné, guidé vers une bonne création d'entreprise pour s'assurer quelque chose de tout à fait intéressant par la suite. Le technopole a coûté un peu plus de 2 millions d'euros, financé par l'État et les collectivités locales. Une première dans le territoire de Rochefort qui permettra peut-être aux jeunes chefs d'entreprise de voir leur avenir en 3 dimensions. Alors quand on a préparé l'émission, Frédéric Sudreau, vous m'avez dit on a de la chance d'être en France parce qu'on est accompagné. C'est évident qu'on a la chance d'être en France. On a aujourd'hui des structures, Laurent parlait tout à l'heure, que ce soit BPI, que ce soit la French Tech, que ce soit... BPI, c'est la Banque publique d'investissement. Exactement, que ce soit même nos banques qui proposent des programmes d'innovation et qui peuvent nous accompagner financièrement. C'est un support qui est extrêmement précieux. Fred le disait, il nous faut de l'investissement pour pouvoir aller au bout de nos projets, finir la R&D, mettre en marché, faire de la communication, développer, construire, structurer en embauchant du monde. Donc il nous faut des moyens financiers, il nous faut des fonctions support.
Les fonctions support, c'est la French Tech, c'est l'environnement, l'écosystème local, c'est une région dynamique, c'est une agglomération qui met la main à la poche parfois, qui nous propose des locaux, qui nous accompagne dans des événements qui nous mettent en valeur également. Donc oui, tout ça c'est hyper important, et quand on le compare et qu'on a la chance peut-être de voyager un petit peu et qu'on le compare à ce qu'il fait ailleurs, on est super fiers d'être français, on est super content de ce qui est produit. On a passé 2 ans hyper compliqués, et ces 2 années-là, je vous assure que vu de l'extérieur, il y a beaucoup de monde qui nous envie. Et quand on voit ce qui se passe à l'extérieur, on est hyper content d'être là. Vous avez parlé de la French Tech plusieurs fois. Vous êtes, Fred Bardin, co-président de cette French Tech Limousin. C'est quoi exactement la French Tech ? Alors la French Tech, c'est un label national qui avait été décidé il y a pas mal d'années, qui est là pour mettre un coup de projecteur sur les entreprises innovantes et particulièrement les startups. Nous, on est du coup la représentation ici de la collectivité. Alors, au sens 100 km à la ronde autour de Limoges. Donc, du coup, ça, c'est depuis 2019 où la communauté French Tech refait le côté limousin, puisque du coup, on va jusqu'à Guéret et Brive. Brive, Anthony, déjà, Axioma fait partie de la French Tech Limousin. Et donc, du coup, la French Tech, elle est là pour être, j'écoutais beaucoup, une courroie de facilitation et donc et surtout des lieux d'échange pour faire communauté. Ce qui est extrêmement important, c'est que du coup, quand on entreprend et quand on est une start-up, au tout début, on est, comme Laure le disait tout à l'heure, on est dans un écosystème, on est avec d'autres start-up. Elle parlait justement de l'incubateur de l'Avril. Donc, mais ça très concrètement aussi, l'incubateur, c'est quoi ? C'est pour des facilités pour payer, des loyers plus bas aussi ? C'est la mise à disposition de bureaux, donc gratuitement. Ça, c'est super important quand on démarre. Pour commencer, oui, ça n'a pas de prix, c'est sûr. C'est une enveloppe budgétaire pour faire son premier prototype. C'est un adossement scientifique à des laboratoires en local, là aussi, pour aider son développement. C'est l'accompagnement par des gens un peu plus expérimentés que nous, parce qu'en général, quand on se lance, on n'y connaît pas grand-chose au monde de l'entrepreneuriat. Donc, c'est des formations. Moi, ça m'a été extrêmement utile. Je pense que je n'aurais rien fait sans ça. La French Tech Limousin, aujourd'hui, ce sont combien de start-up, combien d'emplois aussi générés ? Alors du coup, au tout début, justement de cette version limousine, on était 50 start-up qui représentaient environ 250 emplois. En 2022, on est à 70 start-up qui représentent 450 emplois. Donc il y a eu vraiment une croissance, une exponentielle aussi et malgré, je me rappelle 2019-2022, il y a eu un petit truc une petite pandémie par là. Voilà. Mais du coup, pour reprendre ce côté-là, donc du coup, toutes ces personnes-là, il faut les faire se rencontrer, il faut les faire communauté en fait entre elles pour que du coup elles puissent dialoguer entre elles, s'inspirer entre elles, se rencontrer et les aider à les mettre en lumière. Donc on fait pas mal de choses. Le Navin par exemple, c'est une initiative grande région cette fois, au Nouvelle-Aquitaine pour mettre en lumière des startups encore un peu plus. Et nous localement, on fait énormément de choses. Des battles de startups, des choses comme ça. On en sort juste une startup battle chaque année qui est organisée, qui a eu lieu la semaine dernière pour mettre en lumière, là cette fois le côté les jeunes pousses, ceux qui sont en amorçage au tout début, pour les préparer à bien présenter leur innovation. Donc là ils ont 2 minutes pour présenter leur innovation. Donc je vous assure que c'est quand même quelque chose d'assez... Quand on doit se préparer à présenter pour la première fois son innovation en 2 minutes, c'est un exercice qui est pas facile, mais qui est vraiment plaisant. Là, tous ceux de cette année, mais comme à chaque fois, t'es vraiment ravi de l'avoir fait. Ça fait beaucoup de réseaux. Et puis ça fait partie aussi de l'aventure start-up de devoir convaincre, j'imagine, au départ, quand on a une idée novatrice, vous en parliez, comment on convainc. C'est ça aussi une force qu'il faut avoir en tant que chef d'entreprise. C'est un énorme sujet et c'est là où finalement aussi les gens que l'on rencontre, qu'ils soient déjà entrepreneurs ou start-up qui ont déjà un petit peu plus d'expérience, c'est hyper important lorsqu'on démarre une start-up parce qu'on n'a pas cette culture en fait au départ, on découvre en avançant. Croire que lancer une start-up c'est hyper romantique et que ça va bien se passer, c'est complètement faux. Axioma en 10 ans on aurait pu mourir 10 fois, donc comme ça au moins le sujet est clos. Mais cette façon en fait de convaincre déjà, c'est d'être déjà soi hyper convaincu et d'avoir vraiment l'envie et la passion de transmettre pourquoi on passe aujourd'hui énormément de temps, pourquoi on se coupe aussi un petit peu des fois de nos loisirs, de notre famille, etc. Tous les sacrifices qu'on fait au quotidien, c'est aussi pour ça. Et donc il faut donner cette envie aux autres, soit d'utiliser son produit déjà, peut-être des fois aussi à des investisseurs d'investir dans l'entreprise. Et on sait que ces investissements,
sont parfois à risque parce qu'on sait que dans les premières années de vie d'une start-up, il y a un taux d'échec quand même qui est assez lourd. Donc il faut apprendre toujours un petit peu plus et transmettre aussi à la jeune génération en leur disant que s'ils montent leur start-up, il y aura des efforts très particuliers à faire et il faudra être prêt. Alors vous êtes passé, après je vous donnerai la parole François Coitella, vous êtes passé Anthony au début par du crowdfunding. Oui. Pourquoi ? Alors, la solution, c'est du crowdfunding, mais avec une option plutôt equity, donc c'est de la prise de part au capital. Au départ, lorsqu'on crée Axioma, on a 3 ans où on cherche à développer un produit, et ça, on sait le faire sur nos propres fonds. Sauf qu'ensuite, il faut aller chercher cette première autorisation de mise en marché qui coûte extrêmement cher et qui peut prendre jusqu'à 5 ans dans le cadre de certains produits. Et donc, tout ça, il fallait le financer. Et aujourd'hui, à ce moment-là, c'était en 2016, lorsqu'on va voir des fonds d'investissement, ils adorent le projet, sauf qu'eux, ils ont besoin d'avoir des sujets un peu plus matures et avec des entreprises qui font déjà plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'était pas notre cas, puisqu'il nous fallait notre première autorisation de mise en marché pour faire du chiffre d'affaires. Et ensuite, quand on allait voir les banques, on avait 3 bilans qui n'étaient pas encore positifs. Donc ça, c'était quelque chose de délicat. Mais ce qui est le propre d'une entreprise qui démarre en même temps. Ce qui est le propre d'une entreprise qui est dans l'innovation, mais toutes les entreprises peuvent innover, sauf que lorsqu'on a la chance d'avoir, entre guillemets, déjà un business qui tourne et qu'on alloue des budgets à l'innovation, ça c'est quelque chose de super. Mais lorsqu'on démarre avec des sujets d'innovation et on a besoin d'autorisation pour développer un produit et faire du chiffre d'affaires, c'est encore autre chose. Donc là, on est passé par une plateforme qui s'appelle SoWeFund et qui permet en fait à des entreprises de tout secteur d'activité, ils aiment bien les sujets à impact particulièrement parce qu'ils ont une communauté de plus de 90 000 adhérents qui sont capables d'investir des tickets à partir de 100 € et pour certains à plusieurs centaines de milliers d'euros. François Coitella, c'est quoi le processus pour financer une innovation et sa start-up ? Il peut être divers et je vais me permettre de compléter ton propos. En fait, le crowdfunding, c'est une forme d'open innovation, comme on appelle. C'est-à-dire qu'on peut faire appel à la multitude sur le web pour financer sa start-up en proposant, par exemple, une part de capital. Et on peut faire aussi appel à la multitude du web dans un processus d'idéation pour améliorer son idée. Donc tout cela recouvre bien une nouvelle technique de financement qui s'est développée avec le numérique, qu'on appelle l'innovation ouverte. Le point sur lequel je voulais revenir, c'était l'art du pitch. Oui. La capacité à faire la promotion bien de son innovation. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, en fait, un des facteurs clés de succès de la promotion de son innovation, il repose sur 3 éléments. Le premier élément, c'est le prototype. Être en mesure de présenter un prototype lors d'une présentation devant un investisseur, c'est la capacité à montrer, à prouver son savoir-faire et la capacité à réaliser son innovation. Et ne pas essayer de développer, de demander à de potentiels investisseurs de développer un imaginaire pour justement savoir quelle sera la forme d'innovation. Le deuxième élément, ce sont ce qu'on appelle les key performance indicateurs, les indicateurs clés de performance. Est-ce qu'il y a déjà une traction du marché, des clients sur son innovation à travers différentes données que l'on peut recueillir. Et le troisième élément, donc ça nécessite d'aller direct vers le client. Aller direct vers le client, c'est proposer le plus rapidement possible sa solution, son innovation à ses clients pour savoir précisément si le client est à même de recevoir cette innovation. Donc, pour revenir sur le premier volet, les différentes sources de financement, généralement, quand on développe son entreprise, le premier round qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la love money. On va demander à sa famille, à des amis, de nous prêter quelques... De croire en nous. C'est plus facile peut-être pour les proches exactement, de croire en nous. Et puis, c'est un investissement personnel, comme tu l'as dit. Ça montre aussi qu'on est engagé dans sa start-up. Puis ensuite vient différentes sources de financement, le business angel ou le capital risque. Oui, passer par comme ça du crowdfunding ou de l'investissement ouvert, c'est aussi apporter une crédibilité avant d'aller voir des investisseurs plus importants, c'est ça aussi ? Bien sûr, c'est la preuve aussi que quelque part on arrive à fédérer autour de son innovation. Être en capacité de pouvoir lever de l'argent, de pouvoir convaincre que son innovation est une innovation qui a du potentiel, c'est aussi rassurer de potentiels investisseurs, de futurs investisseurs qui seront amenés à donner des milliers, voire dans certains cas des millions d'euros.
Frédéric Sudreau, vous avez créé IT Communication, une entreprise dans la communication, il y a déjà quelques années, avant de créer Facility en 2018. Comment est-ce que vous êtes passé de cette première structure à cette deuxième idée innovante et cette deuxième structure ? Alors, je n'ai pas créé IT Communication, je l'ai racheté. Vous l'avez racheté. C'est la plus vieille agence de pub de la place de Limoges, qui a 47 ans. Et cette agence, lorsque je l'ai rachetée, il y avait 21 agences de pub à Limoges. Il fallait forcément se différencier. 21 agences avec un tissu économique qui n'est pas extrêmement étoffé. Il fallait aller chercher de la différenciation. J'ai eu la chance de faire une partie de mes études, moi, à l'étranger, et je suis revenu avec quelques éléments dans mes bagages, notamment ce que j'avais vu aux États-Unis, qui était de dire il faut faire participer les collaborateurs à ce qu'ils connaissent le mieux, c'est l'évolution de leur métier. Et j'ai proposé dès 2008 à mes collaborateurs une journée par semaine pour réfléchir à l'évolution de leur métier. Comment allaient-ils envisager ce qui allait arriver ? Donc, ça, c'est une façon de manager assez novatrice, déjà. C'était assez révolutionnaire, et quand j'ai dit ça à ma collaboratrice de la comptabilité, elle m'a regardé avec des yeux ahuris en me disant « mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Enfin, j'ai un plan comptable, je le suis et basta ». Et justement, c'est là où il faut être capable de casser les idées reçues, de casser ce que l'on connaît pour pouvoir aller inventer quelque chose de nouveau. Et il s'avère que 2010-2011, on a un stagiaire qui participe à l'aventure, et toutes les semaines, eh bien, en fait, chacun passait du temps à réfléchir à des innovations potentielles. Et ce stagiaire vient me voir en me disant « regarde, je suis capable de modifier l'apparence d'un écran de mon smartphone sans être venu gratter dans le code qui a permis de construire ça. » Je dis, mais j'arrive pas à comprendre comment ça marche. Mais globalement, il avait réussi à pervertir l'image pour l'adapter à un besoin qui était le sien. Il voulait tout voir apparaître en rose. Et je lui dis, mais ça me paraît bizarre, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Et je lui ai demandé de vendre l'idée à ses pairs, c'est-à-dire aux collaborateurs qui étaient en poste et qui avaient la même fonction, développeur informatique. Et là, la première idée est née. Si on est capable de modifier quelque chose, ne peut-on pas le modifier avec un impact positif pour les populations ? L'idée est partie de ça, de réflexion interne, de la mutualisation des différentes ressources internes pour imaginer un produit qui soit viable, de rassembler ensuite des compétences administratives, comptables, marketing, commerciales, et en disant mais finalement il y a un marché, on y va. Moi j'ai mis ensuite les moyens financiers pour pouvoir développer ce projet. IT Communication a donc lancé ce produit qui a trouvé son marché, comme tu l'expliquais tout à l'heure, avec les premiers clients qui ont été régionaux pour nous accompagner. Et une fois que ça a été fait et qu'on a commencé à aller vers un début de seuil de rentabilité, la société Facility a été créée. Elle est donc sortie du cerveau des gens de IT Communication. Et certains poursuivent l'aventure aujourd'hui en ayant changé d'entreprise, en étant passé de IT vers Facility. Aujourd'hui, 1 million d'utilisateurs de Facility. 2,2 millions. 2 millions. Oh là là, des vieux chiffres. Ça va très très vite. Pourvu que ça dure. Vous vous développez dans d'autres pays. On en reparlera de l'exportation de cette idée. Je voudrais d'abord qu'on regarde ensemble ce reportage. Fin novembre, début décembre, c'était le salon Vinitech pour le monde viticole à Bordeaux. Le prix spécial du jury a été décerné à une entreprise de Bazas, donc en Gironde, qui a inventé le Viti-Tunnel pour protéger la vigne. Regardez ce reportage de Jean-Pierre Stahl et Guillaume Dequet. Viti-Tunnel va-t-il révolutionner la culture de la vigne ? Ces bâches automatiques, escamotables et imperméables vont mettre à l'abri les rangs de vignes pendant les pluies et événements climatiques extrêmes. C'est incroyable. Ça permet de combattre les conséquences de la pluie, les dommages dus à la grêle et aux champignons comme le mildiou. Au Brésil, dans mon pays, on a beaucoup de problèmes de ce genre. Les moteurs sont actionnés et déroulent les bâches pendant les pluies. Et quand la pluie s'en va, le capteur le détecte et les bâches sont réenroulées dans l'autre sens. Tout ça, ça se passe en moins d'1 minute. Donc il pleut, on couvre. Il pleut plus, on découvre. Et en faisant comme ça, on arrive à réduire le recours aux produits phytosanitaires de plus de 90%. Ce sont 10 châteaux dans le Médoc et à Saint-Émilion qui expérimentent déjà en réel ce système qui semble plus efficace que les traitements classiques. J'ai jamais vu ça en fait et je trouve ça quand même assez ingénieux quand même. Si ça marche vraiment, c'est incroyable. Après avoir le prix... Ce Viti-Tunnel reste cependant expérimental. Pour l'heure, il est impossible de couvrir les vignes pour ne pas interférer sur le climat selon l'INAO. Aujourd'hui, effectivement, on n'a pas les autorisations administratives et qui plus est, on n'est pas non plus complètement prêt techniquement à mettre ce genre de dispositif sur des hectares et des hectares. Aujourd'hui, le coût du mètre linéaire est d'environ 30 €. L'objectif est de ramener ce coût à 15 € pour s'adresser en 2025 au plus grand nombre.
Alors, on se rend compte du potentiel à l'international de ce type d'idée. Comment, quand on est une start-up, à quel moment on se décide de se lancer sur d'autres marchés? Vous, Frédéric Sudreau, vous êtes à l'international aujourd'hui. Je pense que c'est comme toute la gestion d'opportunités qu'on peut avoir dans une start-up. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un truc qui se présente, vous saisissez ou le train passe. Ça, c'est vous qui choisissez. Et en fait, moi, j'avais une culture antérieure dans ma vie précédente où j'étais, avant d'être entrepreneur, où j'étais à l'international. Donc, ça m'a jamais forcément fait peur. Je me suis ensuite associé avec quelqu'un qui est rentré dans l'entreprise, qui avait cette compétence-là. Et il s'avère que très rapidement, on a eu une première proposition de partir aux États-Unis, présenter notre innovation. À Las Vegas, au CES. Exactement, au Salon international de l'innovation de Las Vegas. Donc vous y êtes allé, c'est la 10e fois que vous allez y aller là en janvier. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ce qui fait qu'on a un tout petit peu de recul sur ce salon-là, mais la première fois, c'est vraiment un coup de chance. On arrive sur place, on présente notre innovation suite à une rencontre fortuite à Paris du directeur du CES, qui s'appelle Monsieur Gary Shapiro, et que je croise dans un salon et que je suis le seul à reconnaître, en fait, à ce moment-là. Donc, je vais le voir et je lui dis, vous êtes bien Gary Shapiro? Oui. Eh bien, écoutez, j'ai une innovation, j'adorerais faire le CES. Et il me dit, mais vous venez l'année prochaine. Voilà. Et c'est parti comme ça. Le pitch a duré la valeur de 30 secondes. Et encore, c'était un maximum parce qu'il marchait, il était pressé. Donc, je l'ai fait en marchant en anglais, et il a suffisamment compris de choses pour que ce soit intéressant et qu'il me dise ça me touche, c'est une innovation à impact puisqu'on fait de l'accessibilité numérique entre autres, et ça le touchait parce que ses parents étaient parkinsoniens et n'avaient plus la faculté de pouvoir utiliser ou une tablette ou un ordinateur, et on avait une solution qui apportait quelque chose pour les gens ayant des troubles gestuels et qui ne pouvaient plus utiliser le digital. Et puis vous apportez même une solution qui, qu'on soit en France, aux États-Unis ou en Chine, qui est la même pour tout le monde finalement. Exactement, c'est-à-dire que la réponse technologique que l'on apporte à quelqu'un qui est malvoyant, qui est parkinsonien ou qui a un trouble de la compréhension, c'est la même, parce que les cerveaux sont à peu près faits de manière identique. Il n'y a pas d'effet culturel, donc c'est assez intéressant en effet de se dire que notre marché, nous en tant que start-up, il s'ouvre tout de suite sur le monde entier. Et alors c'est une opportunité à saisir, puisque quand on est arrivé, on n'avait personne sur le marché. Aujourd'hui, on est 7, 8 à faire ce genre de choses-là. Si on n'y va pas tout de suite, on est sûr que dans quelques temps, le train passera sans nous. François Cotella, quand on est en France, quand on est une start-up, l'amorçage finalement n'est pas si compliqué. On en a parlé, on est bien accompagné. Il y a pas mal de structures, la BPI notamment, les business angels, etc. Mais le passage à l'échelle supérieure pour aller à l'extérieur de la France peut être difficile. Oui, dans certains cas, ça peut être difficile, notamment lorsqu'on arrive à un certain cap pour lever plus d'argent. Et généralement, en France, il y a une sorte de plafond qui est en train d'être levé, puisqu'il y a des dispositions réglementaires qui sont prises par le gouvernement pour aider les entreprises à casser ce plafond. Et c'est notamment une action qui a été mise en œuvre et qui a permis à plusieurs licornes, des entreprises qui sont valorisées à 1 milliard, de se développer. Oui, les licornes, ce sont des start-up, mais valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Exactement. Il y a un point très important que je voudrais soulever, c'est cette capacité à saisir des opportunités dont tu parlais, Frédéric. C'est-à-dire, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle une forme de rationalité effectuelle ou de débrouillardise qui permet aux start-up d'avoir, au chef de la start-up, d'avoir cette posture qui lui permet de réussir. Et à vrai dire, ce qui compte, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'un élément clé du succès, ça ne va pas être fondamentalement l'idée, mais ça va être la capacité de l'entrepreneur justement à trouver des solutions alternatives lorsqu'il rencontre différentes problématiques. Et tu l'as dit, le chemin d'une start-up, notamment d'une start-up technologique, est long et on est confronté à moult problématiques qu'il s'agit de résoudre. Donc les investisseurs, ils vont s'attacher aujourd'hui à regarder si les équipes qui constituent la start-up ont ce potentiel, ont cette posture et savent quelque part saisir ces opportunités. Et il y a un adage qui dit je donne une bonne idée à un mauvais start-upper, ça va générer un échec. Je donne une mauvaise idée à un bon start-upper, c'est-à-dire une personne qui a la bonne posture, il va en faire une bonne idée, un succès. Il va savoir transformer cette idée. Frédéric Bardin, vous êtes le PDG de ODNB, vous êtes dans le digital. Ça évolue tout le temps, la technologie, elle évolue sans cesse. Comment est-ce que vous arrivez, vous, peut-être à motiver vos équipes pour être tout le temps dans l'innovation ?
En ramenant principalement des nouveaux défis, des nouvelles curiosités. Nous, on n'est plus une start-up, on est une agence, donc nous, on innove pour les autres. On vient nous voir depuis maintenant 12 ans, bientôt 13 ans, avec généralement un post-it, une idée qui tient sur un post-it, et on va déployer une méthodologie pour arriver à amener l'innovation. Donc généralement, moi, je vais beaucoup m'attarder sur le fait d'aller chercher des choses qui sont challengeantes, aller chercher des projets qui vont sortir de l'ordinaire, aller piloter. On a pas mal d'objets connectés sur lesquels on a travaillé, on a investi aussi. On a fait des projets dans le bancaire, dans la finance comportementale, on a fait des projets dans les salles de sport, avec des clients internationaux aussi. Avec des clients internationaux, avec le groupe Interroll, avec le groupe Groupama, enfin avec beaucoup de grands groupes, mais aussi avec beaucoup de start-up. Et c'est ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est faire vraiment avec les start-up et aller s'approcher d'un nouveau marché, comprendre comment ce nouveau marché fonctionne, surtout les utilisateurs cibles, aller les voir. Et donc ça permet de ramener vers les équipes des nouveaux défis. Et c'est principalement ces nouveaux défis qui vont allumer les yeux de mes équipes et qui vont se dire « Ok, d'accord, qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau et comment est-ce qu'on va justement… » on parlait justement du chef d'entreprise qui a la posture à s'adapter. Moi, j'aime que le collectif, en fait, s'adapte et puisse trouver une solution, faire un pas de côté. Parce que c'est souvent ça, en fait, une start-up. C'est faire un pas de côté par rapport à une vision qu'on avait pour traiter quelque chose. Souvent, on dit il y a 50 manières de faire de l'innovation. Il y a des 50 manières qui sont déjà réalisées. Et le start-upper, c'est celui qui a fait généralement le pas de côté et qui va arriver avec une innovation que personne n'avait vu venir. Alors, je vous reprends avec votre étiquette vraiment de coprésident de la French Tech aussi. On l'a évoqué aussi, les start-up à impact positif, sous-entendu. Il y en a beaucoup dans la French Tech Limousin. Vous en êtes aussi les exemples, Facility, Axioma, Sanodev. On a plus de chances de réussir finalement quand on a une innovation qui répond à un enjeu sociétal. Alors, on a plus de chances, je ne sais pas. C'est les 2 tiers. La French Tech Limousin, c'est les 2 tiers qui sont vraiment, qu'on a qualifiés qui se sont qualifiés ou qu'on a pu vraiment qualifier de start-up à impact. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, ça s'aligne un petit peu. On en parlait tout à l'heure en coulisses, mais les choses s'alignent un petit peu et on redonne vraiment le focus au national sur ces entreprises parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de ce genre de choses. On casse avec ça les mythes qu'il y a derrière les startups des entreprises qui sont survalorisées à des milliards, qui sont très marketing ou autres. Et là, on résout réellement des problèmes qui peuvent toucher tout le monde. Et là, chacun des projets qui a été donné va vraiment... chacun de vos téléspectateurs, je pense, peut avoir compris qu'est-ce qui va le toucher en fait à l'intérieur. Donc, c'est le bon timing en ce moment. C'est aussi potentiellement un meilleur timing pour trouver des fonds. Mais comme toute chose, il suffit de le dire pour que des fois ça s'arrête. Il y a des cycles en fait dans tout ça. Donc aujourd'hui, on est quand même dans un timing favorable à la Tech for Good. Donc c'est l'anglicisme la Tech for Good, qui est l'anglicisme qui est donné derrière, mais qui est vraiment les sociétés à impact. Et nous, on essaie de donner à la French Tech Limousin un maximum de focus sur elles et de les mettre en avant. Bravo d'ailleurs à Facility, Axioma, Sanodev, puisque vous avez été primé en 2022 par le NA20. On l'a évoqué aussi tout à l'heure. Le NA20, c'est la French Tech Nouvelle-Aquitaine qui a récompensé donc ceux qui s'engagent pour un monde meilleur. Vous l'évoquiez aussi, les clichés liés à la start-up. Il y en a beaucoup. Des anglicismes, il y en a, ça c'est pas vraiment un cliché, il y en a quelques-uns. Le baby-foot, je pense que c'est important d'en parler. Est-ce que vous avez tous un baby-foot dans vos entreprises ? Je pense qu'aucune de là, en fait. Non. Mais parce que du coup, ça, c'est bon. C'est déjà, on a passé ça aux grands groupes. Maintenant, les grands groupes sont pareils. Ils ont le baby-foot à l'entrée. Enfin, voilà, c'est chaque chose, il y a des temps différents. Donc, les clichés, ils restent tenaces, mais on essaye un petit peu, dans ce qu'on se dit, de les casser. Pourquoi, François Coitella, pourquoi les startups sont souvent tellement caricaturées avec, on travaille un peu dans le vide, ou alors on est très à la cool, il y a le baby-foot Parce qu'il y a une dimension marketing qui est associée à la start-up à travers un imaginaire qui est développé par ces grands patrons de start-up qui sont par exemple Elon Musk et d'autres, qui dans leur propre, et je vais utiliser un anglicisme, dans leur propre self-branding, leur marketing de soi, véhicule une image de la start-up qui est une entreprise qui est cool. Voilà, qui est à la cool. Qui est à la cool. C'est souvent le cas, des fois ça ne l'est pas. Et à ce titre, c'est donc ces grands patrons d'entreprise qui, dans une forme de marketing, ont poussé cette image et qui nous poussent à avoir cet a priori sur les startups. Est-ce que c'est si cool que ça de travailler dans une start-up ?
Non. Non, Anthony? Non, c'est pas cool du tout. Et je pense que c'est aussi une image en fait qui a été faite et qui, je pense, est déconstruite au fur et à mesure par les entrepreneurs eux-mêmes. On demande beaucoup à nos salariés et je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent au niveau social dans les entreprises qui font avancer un petit peu les choses. Les horaires de travail, le télétravail. La façon en fait d'avoir du sens dans la mission en fait qu'on porte au sein d'une start-up, etc. La façon dont on parle, parce qu'au début on est peu, donc on arrive à discuter très facilement de plein de sujets, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc je pense que la start-up en fait, à partir du moment où elle travaille sur des sujets d'innovation, je pense qu'elle met aussi de l'innovation dans la relation à l'autre. Je dis souvent en fait que quand le travail se passe bien dans une start-up, en général, le reste va bien. L'inverse ne fonctionne pas toujours. On a des gens, des fois, dans leur vie privée qui ont des difficultés. Si au travail, en arrivant au travail, ça se passe encore mal, à un moment donné, les gens tombent dans une déprime. Donc le travail, dans une start-up, est aussi un facteur en fait, d'épanouissement. Et l'innovation... elle peut se faire, en fait, l'innovation n'est pas spécialement une innovation de rupture. L'innovation, elle est peut-être des fois quelque chose de très simple, mais qui va changer la vie des gens. Et ça, en fait, quand on discute avec nos salariés, c'est des choses qui peuvent apparaître, comme tu le disais, Frédéric, tout à l'heure, des choses qui peuvent apparaître comme ça. Nous, on a porté un sujet, par exemple, qui au début paraissait un petit peu fou, mais on s'est dit, mais pourquoi on ne testerait pas le développement d'une semence dans des conditions de microgravité? La microgravité, c'est quoi? C'est aller travailler sur ISS et voir en fait comment les plantes poussent dans ce cadre-là. Donc on a répondu à un appel à projet en fait de l'ESA et on est en train de passer les différentes étapes. Mais ça, c'est quelque chose, comme disait Fred, qui fait briller en fait les yeux de nos collaborateurs, qui les maintiennent dans un état d'ouverture, de recherche permanente. Toujours. Et en plus, ça nous aide aussi dans le recrutement. Parce que les gens qui sont à l'extérieur, qui travaillent dans d'autres entreprises, se disent, disons, chez Axioma, il y a quelque chose qui se passe et j'aimerais bien en être. Frédéric Sudreau, on parle de recrutement. Est-ce que c'est facile de recruter, de faire venir des compétences quand on n'est pas à Paris, quand on est en région, quand on est dans une ville comme Limoges, où vous êtes? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué géographiquement parce qu'il y a peut-être moins de profils que l'on peut rechercher dans une ville plus petite. Il y a moins d'offres, mais il y a également moins de candidats potentiels. Donc, on va aller chercher plus loin. Donc, on va avoir l'éloignement géographique. Aujourd'hui, on peut le résoudre à travers le télétravail. Ça change beaucoup l'organisation du management, notamment du management intermédiaire, où la personne qui avait l'habitude de filer un coup de main à son collègue qui était à côté, c'était pas dur. On allait voir ce qu'il y avait comme problème derrière son ordi et on lui filait un coup de main. Aujourd'hui, on anticipe des choses, on essaie de mettre en place des procédures, mais c'est plus compliqué. Donc, on va rechercher loin des compétences. Le télétravail permet aujourd'hui d'accepter assez bien ces règles du jeu-là. C'est pour ça aussi qu'il n'y a plus de baby-foot dans les entreprises. Ouais, moi j'ai rien dit, mais j'en ai encore un en fait. Mais il est cassé. Mais je voulais pas... casser l'image. Ouais, c'est ça, casser l'image. Mais non, ça reste compliqué aujourd'hui d'aller chercher certains types de compétences. Après, on a eu aussi un phénomène d'attractivité naturelle qui a été celui du Covid, où les gens ont voulu quitter les grandes métropoles pour venir se réinstaller dans des régions. Et typiquement, ça nous a permis d'aller rechercher certains types de ressources très spécifiques, très pointues. Et ça peut être un accélérateur à certains types de recrutement qu'on a pu avoir. Laure Sandoval, ça vous a aidé aussi, vous, le Covid, à recruter? Alors nous, le recrutement sur des profils un peu plus expérimentés, ça reste toujours compliqué. Même pendant le Covid, ça l'a toujours été. Donc on a misé depuis le départ en fait sur le recrutement de jeunes. Donc nous, on prend des jeunes en stage, en alternance. Des jeunes du territoire? Des jeunes du territoire. On a la chance, nous, chez Sanodev, on a 3 spécialités, mécanique, électronique, microbiologie. Et on a la chance à Limoges d'avoir toutes ces formations à disposition. Et donc, on essaie d'intégrer ces jeunes dès le départ pour plusieurs raisons. La première, c'est que nos technos, elles ne sont pas apprises à l'école, donc finalement, on les forme. Et la deuxième raison, c'est que Sanodev est une entreprise à impact et qu'aujourd'hui, les jeunes regardent beaucoup ça. Donc, on n'a pas de mal à attirer des jeunes candidats. François Coitella, est-ce que le président Macron a remporté son pari de faire de la France une start-up nation? Il en avait beaucoup parlé pendant sa première campagne présidentielle. C'est une question complexe à laquelle je ne peux pas répondre par oui ou par non, mais d'une manière générale, oui. Il y a une dynamique qui est enclenchée. Cette dynamique, au niveau de l'université, on la perçoit et on la met en œuvre aussi, on l'accompagne à travers nos formations, des formations qui sont dédiées à l'entrepreneuriat, à travers des innovations pédagogiques, notamment pour mettre bien nos étudiants dans un contexte entrepreneurial, pour les faire travailler sur des projets concrets qui sont portés par des startups notamment.
Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est lorsqu'on observe bien le nombre de licornes qui va en s'accroissant, on peut raisonnablement penser que oui, cette dynamique est productive. D'ailleurs, la Startup Nation qui avait été initiée non pas sous Emmanuel Macron, mais déjà sous François Hollande. Et c'est sous François Hollande, d'ailleurs, que les French Tech ont émergé. Oui, c'est exactement à ce moment-là qu'elles sont émergées. Après, derrière, voilà, c'est une course de fond. Donc, du coup, évidemment qu'il faut que les différentes personnalités et les différentes politiques continuent de se passer le flambeau, que ce soit au niveau national et au niveau local. On va certainement parler, en fait, justement, de tout l'écosystème qu'on a. On en a parlé. Et il faut continuer à maximiser ces chances-là pour les startups. Parce que, du coup, l'innovation... On est convaincu avec la French Tech Limousin que l'innovation, elle est partout, elle est très protéiforme. On voit bien d'ailleurs ce qui était très intéressant là sur le plateau, elle est née à différents endroits, avec des laboratoires, avec une envie, avec justement de l'intra-innovation. Et donc elle est partout comme ça. Et il faut un maximum aussi de courage politique pour continuer à accompagner ce genre de choses et accompagner, à aider, à recruter. Justement, ça se fait de plein de manières, et il faut vraiment que du coup tous les élus soient derrière nous sur ces défis de demain, puisque du coup, comme je vous le montrais tout à l'heure, de 250 à 450 emplois, c'est un vrai impact sur le territoire, véritable, sur l'emploi. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, start-upers, de ne plus être des start-up, de devenir des licornes ou des entreprises sans qu'on dise start-up Alors moi, je pense qu'il faut qu'on reste des start-up irrémédiablement, c'est-à-dire que si on commence à perdre cet esprit d'innovation, on va rentrer dans un espèce de mode de ronronnement qui ne va pas nous aller. En tout cas, moi, je me connais. Moi, je pense qu'il faut qu'on reste les startups et qu'on continue à pousser et des idées et des innos, parce que c'est ce qui fera qu'on pourra continuer à accompagner nos collaborateurs dans l'état d'esprit de la startup, c'est-à-dire on fonce de l'avant, on prend des risques qui sont mesurés, mais par contre, on est là pour révolutionner le monde et pour que ça dure. Je crois que c'est le mot de la fin. Donc, longue vie à vous, start-upers et à vos start-up. Je trouve que ça fait du bien de donner la parole à vous qui innovez, le contexte est suffisamment morose pour montrer des expériences positives. Je trouve que c'est toujours très bien. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation à tous. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur le site internet de France TV. N'hésitez pas. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission Disputandum. Et merci à vous. Merci.